Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre tranquillement mais sûrement. Nous poursuivons aujourd'hui le cycle de préparation à la troisième conférence de l'ONU sur l'océan qui se tiendra à Nice, vous le savez, du 9 au 3 juin prochain. Et ce matin, nous allons évoquer finalement la mer hôtesse de cette conférence, à savoir la Méditerranée. Mare Nostrum, c'est le berceau de notre civilisation, c'est aussi le bassin de vie de 500 millions de personnes aujourd'hui, un chiffre qui sera probablement amené à progresser fortement dans les années prochaines, on le verra. C'est une région aussi très polluée. Nous avons vu il y a quelques jours les déchets de plastique qui souillaient le fond de la plus profonde fosse marine de Méditerranée qui s'appelle Calypso. On voyait 200, plus de 200 morceaux de plastique par 5000 mètres de profondeur. C'est une région qui est fragile, vous savez, c'est une mer qui est quasi fermée, qui se réchauffe extrêmement vite. C'est l'un des points de la planète qui se réchauffe le plus vite, et ça se réchauffe même plus vite qu'on l'imaginait il y a encore une vingtaine d'années, avec les conséquences que l'on imagine sur l'environnement terrestre, marin, sur les habitants. C'est une région qui cumule de très lourds problèmes démographiques, d'aménagement du territoire, d'accès à l'eau, de production alimentaire, d'aménagement du territoire, d'équilibre écologique, évidemment. C'est une région qui abrite aussi des mondes instables. La guerre est à l'est, la révolte est au sud et la peur est au nord. Bref, depuis les cris lancés il y a maintenant plus de 50 ans par le commandant Cousteau, qui parlait déjà d'une mer blessée, l'état de la Méditerranée ne s'est pas arrangé, loin s'en faut, il s'est dégradé. Pour faire un état des lieux et des futurs possibles de cet écosystème magnifique, j'ai le plaisir d'accueillir deux personnalités. À ma gauche, Guillaume Saint-Denis, le président du Plan Bleu depuis 4 ans maintenant, et à ma droite, vous le verrez, Jacques Tess, qui est vice-président du Plan Bleu et qui est celui qui a coordonné la rédaction du rapport qu'on va vous présenter aujourd'hui, le rapport mai 2050. Alors, Guillaume Saint-Denis, vous êtes, je vais y arriver avec mes dents qui sèchent, docteur en sciences politiques, vous avez occupé de hautes fonctions au sein du ministère de l'Environnement, vous avez enseigné à Polytechnique à Sciences Po, vous avez écrit pas mal de bouquins, notamment sur la fiscalité écologique, et vous êtes depuis 4 ans le patron du Plan Bleu. Est-ce que vous pouvez rappeler aux plus jeunes d'entre nous ce qu'est le Plan Bleu et à quoi ça sert? Oui, 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 très volontiers. Alors, en deux mots, tout le monde se souvient de la conférence de Rio de 92, mais beaucoup de gens ont oublié qu'il y avait une grande conférence analogue en 1972, 20 ans avant, à Stockholm. Et cette conférence, qui était la première grande conférence mondiale sur l'environnement en général, en dehors des sujets spécialisés, a eu comme l'un de ses outputs le constat qu'il n'y avait pas d'organisation mondiale pour s'occuper des questions d'environnement, et donc la création du programme des Nations Unies pour l'environnement, qui a été un pas assez important. Et quasiment la première chose qu'a décidé de faire le PNU, c'est de lancer une initiative qui s'appelle le programme des mers régionales, avec l'idée que pour les mers régionales, il y a un problème qui ne peut pas être résolu par les États, puisque si on a un État riverain qui est nickel-chrome mais qui ne rejette rien dans la mer et un autre qui fait l'inverse, ça ne peut pas marcher. Donc le PNU a dit, nous, on a une valeur ajoutée, puisqu'en théorie, ce qu'on sait faire, c'est faire travailler les États ensemble. Et donc, on lance ce programme. Et le premier programme de mer régionale qui a été lancé, c'est la Méditerranée, à la fois parce qu'il y avait pas mal de Méditerranéens à l'origine au PNU et parce que c'était déjà une mer très difficile. Et ils se sont dit, si ça marche là, ça pourra marcher ailleurs. Donc, ça s'organise sur la base d'un traité international, qui est la Convention de Barcelone, qui est signée et ratifiée par tous les pays riverains, et en plus par l'Union européenne, ce qui est assez important, et avec 7 protocoles additionnels qui portent sur des sujets divers sur lesquels on pourra revenir, et donc avec un secrétariat exécutif. Et la France a été a une influence assez importante au moment de la création de la Convention de Barcelone, parce qu'elle a beaucoup poussé pour que ça se fasse. Et en plus de ça, elle s'est engagée avec des gens dont il faut rappeler le souvenir, comme Serge Antoine, à mettre un centre d'expertise à la disposition de la Convention de Barcelone et de son secrétariat exécutif. Et ce centre est devenu le Plan Bleu. Alors, je rappelle ça pourquoi? Parce que la Convention de Barcelone a presque 50 ans. Donc, c'est déjà une vieille dame d'environnement. C'est une des premières organisations multilatérales sur l'environnement. Et donc, le Plan Bleu a un mandat qui est déterminé par la Convention de Barcelone et est chargé de faire des études, des recherches, de fournir des données, de préparer des scénarios
et d'être au service de tous les pays riverains de la Méditerranée pour les aider à progresser dans la voie d'un développement durable qui donc tienne compte à la fois de l'environnement et du développement. Et je voudrais simplement rappeler que le nom total, entier, complet du plan bleu, c'est plan bleu pour l'environnement et le développement en Méditerranée. Donc les deux sont liés. Donc en quelque sorte, on a fait du développement durable avant même que le mot existe, puisque notamment dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, à partir des années, dans les années 70-80, et même souvent encore aujourd'hui, on ne peut pas parler d'environnement sans parler de développement. On a un site, vous pouvez aller le consulter. Je ne veux pas être trop long là-dessus. Peut-être, avant qu'on passe au rapport, je peux dire un mot sur l'UNOC. Bien sûr. Alors, l'UNOC est évidemment très importante. Comme vous savez, c'est un cycle qui a été lancé par l'ONU. Donc, c'est une conférence ONU, mais organisée par la France, puisque la France a offert d'accueillir la troisième session. La deuxième avait eu lieu à Lisbonne. Nous, on est relativement heureux que la ville de Nice ait été choisie pour cette conférence, parce que souvent, quand il y a une chose de ce genre, c'est plutôt en Atlantique, Brest, etc., puisque c'est la plus grande façade maritime française. Mais le fait que ce soit à Nice fait que les questions relatives à la Méditerranée vont tenir une place assez importante, même si ça ne sera pas le seul sujet, bien sûr. Alors, évidemment, le contexte international n'est pas extrêmement propice à de grands progrès sur le plan du multilatéralisme et un accord international extraordinairement novateur sur ces sujets, pour les raisons que chacun comprend. Mais ça n'exclut pas qu'il puisse y avoir des avancées, d'abord nationales, parce que je pense que la France va annoncer des choses, des mesures nationales à cette occasion-là, sur lesquelles elle travaille en ce moment, et aussi des avancées dans des cadres régionaux. Si je prends l'exemple de la Méditerranée, les États-Unis n'ont pas une influence directe sur les pays de la Méditerranée et sur la Convention de Barcelone, puisqu'ils ne sont pas partis à cette convention. Donc, il y a le cas d'autres mers régionales, que ce soit la mer Rouge, la mer Noire, etc. Bon. Voilà. Donc, nous, on travaille pas mal sur l'UNOC pour essayer d'aider la France et avoir des idées, à suggérer un certain nombre de choses. Euh, voilà, je peux détailler davantage sur l'UNOC en réponse à des questions tout à l'heure, si vous voulez. Mais on pense que ce sera un événement diplomatique important malgré le contexte. Alors, simplement pour introduire deux mots sur le rapport. Donc, le rapport, la COP de la Convention de Barcelone a commandé au plan bleu un rapport de prospective participative. Hein, je dis bien prospective participative, ce qui est assez compliqué parce que déjà la prospective toute seule, c'est compliqué. Quand il faut qu'elle soit participative, c'est encore plus compliqué. Et tout ça a été lancé au moment du Covid, ce qui a rendu la partie participative de la prospective particulièrement ardue, puisqu'on ne pouvait pas voir les gens. Et évidemment, dans un cas comme le nôtre, participatif, ça veut dire participatif avec les gens de presque tous les pays du pourtour du bassin méditerranéen. Euh, je rappelle que le plan bleu a déjà fait deux exercices de ce type, donc on en fait à peu près un tous les 20 ans. C'est dire que ce rapport est quelque chose d'assez rare, d'autant plus qu'il n'y a pas énormément de prospectivistes en France et encore moins dans les pays du sud du bassin méditerranéen. L'idée de ce rapport, c'est d'essayer d'abord de partir de l'existant pour montrer quelles sont les grandes tendances, les signaux faibles, mais également d'intégrer une part de fiction, puisqu'il y a des événements qui vont se passer d'ici 2050 qu'on ne peut pas prédire à l'avance. Par exemple, si on a fait ça il y a 40 ans ou 30 ans, on n'aurait pas pu prédire l'épisode du Covid. Et ensuite, d'élaborer une méthode des scénarios, je laisserai Jacques expliquer ça, qui montre qu'il y a plusieurs possibilités d'évolution de la Méditerranée, à la fois en tant que mer et en tant que région géopolitique. Hein. C'est les deux à la fois, avec le lien terre-mer qui est très important. Ensuite, notre mandat ne nous donne pas un pouvoir d'injonction, c'est-à-dire on ne peut pas dire au pays faites ci, faites ça, ce scénario est meilleur qu'un autre, appliquez ce scénario. Et donc nous sommes aujourd'hui dans une phase où nous présentons le rapport aux différents pays et notamment aux décideurs de différents pays, et en leur disant voilà, c'est à votre disposition, emparez-vous de cela et faites ce qui vous paraît bien pour aller vers le scénario qui vous paraît le plus positif et le moins dommageable pour votre pays. Voilà, je m'arrête là, mais on y reviendra. Alors, Jacques Tess, vous êtes docteur en mathématiques à l'origine. Vous avez aussi très longuement dirigé les travaux de prospective du ministère de l'Environnement à l'époque.
Vous avez aussi enseigné à l'Université Paris-Dauphine et participé aux travaux du GIEC. Vous êtes maintenant vice-président du Plan Bleu et vous avez coordonné le rapport MED 2050. Alors, pour se plonger, si j'ose dire, dans le contexte, est-ce qu'on peut, en 180 secondes, par exemple, rappeler ce qu'est la Méditerranée? Oui, en fait, il y a vraiment une confusion, une ambiguïté sur ce que c'est que la Méditerranée, puisqu'en fait, pour les uns, c'est uniquement la mer, et pour les autres, c'est uniquement la terre. Et donc, par exemple, on a fait une présentation de ce rapport récemment, à la fois en Tunisie et au Maroc. Au Maroc, ils n'ont parlé que de la terre et en Tunisie, uniquement que de la mer. Donc, ça montre qu'il y a quand même un problème quelque part de ces deux mondes qui sont complètement séparés. Et l'originalité de tous les travaux du Plan Bleu depuis sa création, ça a été toujours d'essayer de connecter les deux choses, c'est-à-dire à la fois ce qui se passe sur la terre, sur la mer, et il y a une dimension supplémentaire qu'on introduit dans ce rapport, troisième rapport, donc, qui est aussi la région, la mer et la région dans le contexte global, naturellement en relation avec le climat, mais pas seulement, parce qu'en fait la Méditerranée, c'est aussi un lieu d'échange qui est connecté avec le monde par plein de dimensions différentes, y compris par le tourisme, par exemple le fait que c'est la première région mondiale de loin pour les accueils de touristes. Donc en fait, on ne peut pas non plus ignorer cette dimension intégration mondiale. Donc, c'est à la fois prospective mondiale, prospective de la mer et prospective de la région. Et on intègre les trois choses à la fois. Alors, ça rend les choses très compliquées. Faire ça aussi avec 22 pays, je crois, c'est aussi très compliqué. Et aussi faire ça en prospective et pas seulement en prévision, c'est compliqué parce que là, bon, c'est pas seulement un exercice qui essaye de voir quel est l'impact de telle ou telle activité, par exemple l'agriculture ou le tourisme, etc., sur la mer, mais c'est aussi une prospective qui s'intéresse à toutes les dimensions, la géopolitique, les sociétés, l'évolution des technologies, l'évolution de la gouvernance, etc. Et ça, dans une perspective, non pas de prévision, mais vraiment de prospective. Alors, prospective, c'est aussi, on ne s'intéresse pas seulement à ce qui va se passer, mais aussi à ce qu'on voudrait qu'il se passe. On s'intéresse aussi aux ruptures qui vont, parce que ce qui va caractériser, en fait, énormément la situation des 25 prochaines années par rapport aux 25 dernières ou 30 dernières, c'est le fait qu'on va devoir affronter une incertitude radicale. C'est-à-dire le fait qu'on aura énormément de ruptures possibles. On le voit, on l'a vu récemment avec ce qui s'est passé aux États-Unis, avec l'élection de Trump. Donc voilà, donc en fait, on voit que toutes les règles peuvent être bouleversées du jour au lendemain. Donc il ne faut pas seulement travailler sur des tendances, ce qu'on a fait naturellement, mais aussi sur des ruptures et aussi s'intéresser à ce que les gens ont comme vision de la Méditerranée future. Je pense qu'une des parties les plus intéressantes de cet exercice de prospective, c'est le fait qu'on a consulté à la fois des jeunes et des personnalités de la Méditerranée qui nous ont donné leur vision de la Méditerranée future. Et bon, voilà, ils ont dit des tas de choses et on en a pris des tas d'idées aussi pour les scénarios. Il y a au moins un scénario et demi qui est lié à des visions qui ont été proposées, non pas des tendances. Alors, ce qu'on va faire, c'est que, peu, si vous le voilà. voulez bien, vous allez présenter un petit peu l'état de la Méditerranée aujourd'hui, aussi bien en mer qu'à terre, et peut-être nous raconter votre démarche, à la fois prédictive, si on peut dire, et prospective, en rappelant peut-être la différence entre la projection et la prospective. Alors, si vous voulez, pour l'état, vous en avez déjà pas mal parlé de l'état de la Méditerranée actuelle, mais je vais quand même le dire. Bon, d'abord, la première chose, c'est que une remarque générale à faire. C'est-à-dire que il y a 50 ans, on parlait de la mort de la mer Méditerranée, on s'intéressait beaucoup à la mer Méditerranée, avec Cousteau, etc. Aujourd'hui, paradoxalement, je trouve qu'on s'y intéresse beaucoup moins. Parce qu'on s'intéresse, on voit la Méditerranée comme un espace de circulation de migrants, de conflits géopolitiques, etc., beaucoup moins. Or, la Méditerranée, c'est un espace tout à fait exceptionnel, à la fois par sa richesse culturelle, sa diversité des civilisations, des pays aussi, mais par ses atouts, j'ai parlé du tourisme, mais aussi exceptionnel du côté écologique, du point de vue écologique et environnemental. Parce qu'on oublie complètement. Alors, du point de vue écologique, d'abord, vous l'avez dit, c'est la région après l'Arctique qui se réchauffe le plus vite au niveau mondial, 20% plus vite que la moyenne mondiale. C'est aussi un des plus importants hotspots de biodiversité, en parlant que de la mer cette fois-ci. Pour la biodiversité marine, par exemple, c'est sur un espace qui fait 1% de l'espace marin, 8% des espèces de faune et 17% des espèces de flore. Donc, et en plus, qui sont endémiques, c'est très important, c'est-à-dire qu'il y a 25% de ces espèces
qui sont endémiques, c'est-à-dire qu'on ne retrouve qu'en Méditerranée et qui vont être très. Alors, tout ça, c'est très menacé, à peu près 33% des espèces sont menacées. Il y a aussi, par exemple, au niveau de la pêche, hein, on a pour les espèces qui sont pêchées, il ne faut pas oublier, par exemple, entre 1992 et 2020, on a eu une baisse très forte des prises de pêche. On est passé de 1,2 million de tonnes à 800 000 tonnes. Donc, la plupart des espèces sont surexploitées. Et donc c'est un problème. C'est la mer la plus polluée par les plastiques, 8 fois plus qu'en moyenne mondiale, mais aussi par beaucoup de pollution. Pourquoi? Parce que c'est une mer fermée. Une mer fermée qui, il ne faut pas l'oublier, reçoit beaucoup de fleuves, le Nil, le Rhône, le Pô, mais aussi, on oublie tout le temps, c'est qu'il faut compter aussi la mer Noire. Dans la mer Noire, il y a aussi le Don, le Dniepr, le Danube. Et donc, en fait, tout ça, ça se retrouve dans la mer, plus, en fait, ce qui est aussi les déchets ou les eaux qui sont dans les villes riveraines. Hein. Et donc, on dit qu'il y a seulement 30%, même moins de 30% des déchets, des plastiques qui se retrouvent dans cette mer qui sont d'origine purement marine. Les trois quarts, c'est déjà tout ça. C'est en même temps la région où vit 60% de la population mondiale qui est pauvre en eau. Donc ça, c'est une région dont il y a pratiquement 55 à 60% des populations du Sud qui sont exposées à un stress hydrique permanent. C'est aussi la région où l'empreinte écologique dépasse le plus de ce qui est les capacités ce qu'on appelle les biocapacités. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un déséquilibre structurel du système écologique. Voilà, c'est un petit peu pour la situation. Donc, c'est à la fois exceptionnel, à la fois du côté positif et du côté négatif du point de vue de l'environnement. Voilà, il faut avoir ça en tête. Et je trouve que par rapport à ça, on parle beaucoup de l'Amazonie, on parle beaucoup de choses comme ça, mais on pourrait s'intéresser un peu plus aussi à ce qui se passe en Méditerranée. Je trouve qu'il y a, quand j'écoute la radio, la télévision, je trouve qu'on en parle très peu. Voilà. Donc, ça, c'est pour la situation actuelle. Et les tendances ne sont pas bonnes. Alors, les tendances, pour les tendances, ce qu'il faut dire, c'est que les tendances, c'est pas seulement le fait que quantitativement, tout ce que je viens de dire là, ça va continuer ou même ça va s'accélérer. Je vais le dire, les tendances. C'est pas seulement ça, c'est-à-dire qu'en fait, on va avoir un changement qualitatif. La Méditerranée de 2050 ne sera plus la Méditerranée d'aujourd'hui, de manière qualitative cette fois-ci. Alors, les tendances, bon, on en connaît quelques-unes, je vais quand même les rappeler. Bon, d'une part, pour le climat, le fait que ce qu'on prévoyait pour le climat au niveau mondial il y a 20 ans, c'est ce qui va se passer en 2050 pour la Méditerranée. C'est-à-dire 2,3 degrés en fait, d'augmentation en Méditerranée, une augmentation aussi du niveau de la mer de 40 cm, ce qui veut dire qu'on aura dès avant 2050, on aura déjà les problèmes au niveau du niveau de la mer, de submersion, etc. etc. Alors, 2,3 degrés, hein, on dit que c'est déjà hors des limites qu'on ne devrait pas dépasser avec l'accord de Paris, etc. Bon, il y a des conséquences écologiques, tout ce qui est les événements extrêmes, les canicules terrestres et marines, les inondations, les sécheresses, etc., tout ce qu'on connaît, etc., je ne répète pas là-dessus. Mais avec des conséquences, bon, par exemple aussi, c'est l'augmentation très forte des jours d'extrême chaleur, de plus de 35 degrés. Alors, ça veut dire qu'on va multiplier par 10 le jour de 35 degrés au nord, et au sud, où il y a déjà beaucoup de jours de plus de 35 degrés, donc ça va être 50% en plus, dans les pays comme la Tunisie, la Libye, etc. Donc, ça veut dire qu'il y a des conséquences aussi, par exemple, sur la vie, la condition de vie dans les villes, sur le tourisme, éventuellement, sur la santé, et puis des conséquences aussi économiques un peu dans tous les domaines, c'est-à-dire que, par exemple, l'agriculture, une baisse de la productivité agricole, de 17%. Ça, c'est du côté de la chose. L'agriculture, c'est important parce que la plupart des pays du sud de la Méditerranée ne sont pas autosuffisants. Oui, voilà. Oui, effectivement, ils ne sont pas autosuffisants et ils dépendent. Voilà. Il y a un problème de souveraineté alimentaire aussi agricole très important. Alors ça c'est pas la seule tendance. Hein, c'est la tendance extérieure. Il y a aussi la démographie. Alors la démographie, là, c'est un peu beaucoup plus contrasté, la démographie, parce que d'un côté, il y a 2 tiers des pays qui ont déjà achevé leur transition démographique. Et puis, par ailleurs, il y a aussi une tendance même dans les pays du Sud à une baisse assez forte de la fécondité. Par exemple, on a vu au Maroc qui sont très préoccupés déjà par cette baisse de fécondité. Mais en même temps, ça n'empêchera pas une augmentation quand même assez forte de l'ordre de 30%, 25-30% de la population méditerranéenne qui sera extrêmement mal répartie, c'est-à-dire au nord quasiment soit stagnation, soit parfois effondrement dans certains pays, et au sud, une augmentation quand même de la population de l'ordre de 50%, ce qui n'est pas négligeable.
Une population qui va surtout naturellement aller vers les grandes villes, par exemple 40 millions pour le Caire, il y a des choses comme ça, etc. Mais aussi aller vers le littoral. On va passer. Alors pour le littoral, on a des estimations très très mauvaises sur la population littorale parce qu'il y a une statistique qui se réfère souvent au pays, à ce qui se passe au niveau des pays. Donc voilà. Donc là, ça va passer. On estime que ça passera de l'ordre de 40 à 50%. N'oubliez pas que dans le passé, depuis 75, entre 75 et 2015, le linéaire artificialisé a été multiplié par deux en Méditerranée, hein, dans la frange de 1 km du littoral. Donc voilà, c'est déjà ça. Donc là, ça va s'accélérer à cause de la population, comme ça. Naturellement, du côté de la mer, alors du côté de la mer, donc, du côté occupation du territoire, concentration sur littoral et ville, de plus 50% au sud de la population urbaine. Et du côté de la mer, alors, ce n'est pas nécessairement du côté de la mer un effondrement de la biodiversité, hein, notamment parce qu'il y aura des évolutions inégales selon les zones, mais en fait, on aura une transformation structurelle, radicale de l'écosystème méditerranéen, une tropicalisation de l'écosystème. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura plus les mêmes espèces. À l'horizon, non pas 2050, mais 2100, on pense aussi qu'il y aura une disparition de 40% des espèces endémiques de la Méditerranée, c'est quand même assez important. Donc, ça veut dire, en gros, il y aura un remplacement de la biodiversité existante par des espèces halogènes différentes qui viennent soit du sud, soit de l'océan Atlantique, une perturbation de l'écologie du plancton, une prolifération de méduses, une destruction des coraux, les herbiers de Polysidonie qui auront quasiment, dans la tendance, disparu en 2050. Donc, des bouleversements très importants et qui seront accélérés, pas seulement qui ne sont pas dus seulement au climat, mais le fait qu'il y a une conjonction entre ce qui se passe au niveau climatique et ce qui se passera aussi au niveau des pollutions de la mer, au niveau des occupations de la mer, etc. etc. Voilà, je dis un petit peu l'essentiel. Il faut parler aussi de l'eau, ce qui se passe pour l'eau, hein. Donc, en matière d'eau, c'est un stress hydrique. J'ai dit tout à l'heure un stress qui affecte actuellement à peu près 180 millions. Là, on pense que ce serait 290, presque, je dirais pas un doublement, un peu moins du doublement. Et, euh, et surtout aussi dans des pays comme justement par exemple le Maroc, où on est actuellement à comme 1000 mètres cubes par habitant, on passera vers la limite de la pauvreté absolue, c'est-à-dire 500 mètres cubes. Et on se rapproche en fait de situations qui vont bloquer totalement les capacités d'exploitation agricole, des choses comme ça, etc. Dans le nord aussi, un peu moins naturellement, mais dans le nord, une grande partie aussi de la région sera affectée par les problèmes de l'eau. Voilà. Donc j'ai dit à peu près, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est devant une transformation qui est structurelle, mais pas seulement quantitative, pas seulement un peu plus de pollution qu'avant, un peu plus de touristes qu'avant, etc. On a un changement structurel qualitatif. Voilà. Je sais pas si... Donc, fort de ce constat, vous avez travaillé avec beaucoup de chercheurs, avec des jeunes, vous l'avez dit, pour imaginer différents scénarios. Oui, Alors, est-ce qu'on peut faire si vous une voulez qu'on passe synthèse tout de de ces suite au scénarios? scénario, on ne dit rien sur les ruptures et bon, sur les enjeux. Bon, juste deux mots quand même sur les ruptures, c'est-à-dire que effectivement, on n'aura pas seulement le fait que la tendance elle-même nous conduit à une rupture. Déjà, la tendance nous conduit à une rupture, mais par ailleurs, il faudra affronter en fait ce qu'on appelle, les prospectivistes appellent ça le monde VUCA. Le monde VUCA, c'est-à-dire volatilité, incertitude, ça va changer, ça peut aller à gauche, ubiquité, ce qui se passe à un endroit, ça peut avoir un impact à un autre, complexité, et puis adaptation, le fait qu'il va falloir s'adapter. Et donc, un des enjeux importants, c'est la résilience aux perturbations, aux chocs. Il va y avoir toute une série de chocs, etc., qui vont se passer. Et bon, voilà, puis je dis rien non plus sur ce que disent les experts. Les experts, en fait, ils sont très, très pessimistes, hein, en général. Il y a une des meilleures perspectives qui a été faite sur la Méditerranée, en dehors de ce qu'on a fait nous. C'est quelqu'un qui s'appelle Jean-François Bavigan, en fait, qui dirige une revue, la revue sur le Maghreb, qui a dit, en fait, il n'y a qu'un scénario pour la Méditerranée en 2050, c'est le scénario nord. Et en fait, les gens ne nous disent pas ça. Ils nous disent ça en même temps que, en fait, il va y avoir plein de crises, mais
mais que c'est en même temps une chance pour faire de la Méditerranée, pour trouver des solutions nouvelles. C'est-à-dire que la Méditerranée, ça va être un espace où on va devoir, notamment à cause des pressions de cette crise extra, trouver des solutions nouvelles qui pourront être étendues à l'échelle du monde entier. Voilà, c'est une version un peu optimiste. Alors, ils nous disent aussi, hein, bon, j'ai pas le temps, hein, parce ils nous parlent aussi de toute une série d'enjeux qui sont importants. Ils ont hiérarchisé 8 enjeux principaux. Je ne détaille pas. J'en viens maintenant au Sénat, puisque je faut dire ça très très vite. En fait, on a donc à partir de ça, à partir à la fois de ces enjeux, de ces ruptures, de ce qui était proposé par les gens qui ont été consultés, de ce que nous-mêmes on a fait au niveau des tendances, etc. On a donc dit qu'on ne pouvait pas avoir un seul scénario, un scénario tendanciel plus un non tendanciel, mais qu'il y avait une telle incertitude au niveau du contexte, etc., qu'en fait, il fallait imaginer plusieurs scénarios, beaucoup de scénarios différents, plusieurs scénarios. Et donc, on en a imaginé 6 scénarios. Alors, je les cite brièvement. D'abord, après, je ne sais pas quel temps que j'aurai, je ne vais pas rentrer très en détail. Donc, le premier scénario, c'est le scénario tendanciel qui va se passer. Alors, on l'a appelé inertie, marginalisation de la Méditerranée et pragmatisme. En gros, c'est une Méditerranée qui est bloquée. Il y a un blocage. Donc, en fait, il y a inertie. On fait éventuellement quelques conférences, on fait des trucs comme ça, mais en fait, on prend quelques décisions, mais elles ne sont pas vraiment appliquées. On n'a pas de contrôle en fait de ce qui est décidé. Et on a en même temps une marginalisation de la Méditerranée dans le contexte mondial, c'est-à-dire qu'en fait, c'est plus le centre du monde, enfin pas le centre du monde, mais c'est plus l'Europe, le centre du monde s'est déplacé, c'est même en Asie, c'est ailleurs. La Méditerranée ne joue plus le rôle qu'elle jouait avant. Alors, ça peut d'ailleurs être accéléré par quelque chose. Je ne sais pas si vous savez qu'en 2024, il y a eu une baisse très forte du trafic dans le canal de Suez, pratiquement de 30% d'un seul coup, qui était lié au fait qu'il y avait des Hutus qui empêchaient les bateaux d'arriver. Mais on peut imaginer, par exemple, dans le futur, que les bateaux passeront par la Sibérie, par le nord, le passage du nord-est, etc. Mais bon, globalement, c'est plus l'espace économique majeur, on s'y intéresse assez peu, on investit assez peu dans cette région, c'est marginalisé. Et dans ce contexte à la fois d'inertie, de blocage politique, etc., de marginalisation économique, on fait le pragmatique, c'est-à-dire qu'on essaie de faire le mieux de ce qu'on peut faire quand on est bloqué et quand on n'a pas la puissance économique, quand on est endetté, etc., etc. On n'a pas la puissance économique, donc on fait des aires protégées, voilà, on fait des choses comme ça. Je ne détaille pas. Je n'ai pas le temps. Chaque scénario fait une vingtaine de pages à chaque fois, hein, donc ça n'a pas de sens de les résumer. Hein, ça n'a pas de sens. Mais on peut les lire. On peut les lire. Alors, après, le deuxième scénario s'appelle choc des crises et adaptation forcée. Cette fois-ci, c'est un scénario en fait, qui va jusqu'au bout. Qu'est-ce qui se passerait s'il y avait une conjonction de différentes crises en même temps? Alors, la crise principale, c'est celle qui est liée au climat, encore une fois, qui est ce qu'on appelle le dépassement de certains types une certaine bifurcation pour le climat, c'est-à-dire une accélération un peu du changement climatique, qui fait que c'est encore plus les 2,3 degrés qu'on a dit tout à l'heure, et que ça s'articule avec d'autres formes de crises, peut-être des crises économiques parce que il y a l'instabilité économique, mais ça peut être éventuellement des crises géopolitiques, des choses comme ça. Donc la conjonction de crise, par rapport à cette conjonction de crise, les pays font, dans un premier temps, ils essayent, y compris les événements extrêmes, de faire face, mais ils sont rapidement dépassés. Hein. Les pays sont dépassés, y compris, naturellement au sud, mais y compris au nord. En plus, ils ne coopèrent pas, donc il n'y a pas de coopération sur la gestion de ces risques. Donc, ils sont dépassés, ils sont parfois des gouvernements délégitimés, ce qui veut dire que parfois aussi, dans certains pays, il y a aussi des gouvernements autoritaires qui arrivent pour gérer ces crises, etc. Et donc, l'adaptation, elle se fait dans les mauvaises conditions, elle est forcée, elle se fait souvent au niveau local, c'est-à-dire qu'on met en place des systèmes de résilience au niveau local, de communautés, alors communauté de voisinage, communauté de solidarité familiale, enfin, les gens, en fait, organisent leur résilience par rapport à cette crise dans un contexte où les États et la communauté internationale n'est plus capable en fait, de gérer tout ça. Bon, voilà. Ensuite, troisième, alors, croissance à tout prix dans la Méditerranée éclatée, le troisième. Alors, je ne sais pas si j'ai besoin de développer beaucoup. En fait, c'est un des scénarios tendanciels aussi. Si on voit le Maroc, par exemple, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait,
l'objectif majeur, ça reste la croissance, ça reste l'emploi, majoritairement l'emploi. Tout est centré là-dessus, notamment dans les pays du Sud, mais pas seulement, hein, un peu partout dans un contexte difficile pour la Méditerranée, donc avec une compétition forte entre les pays, des logiques de puissance, d'alliance locale, alors d'alliance soit locale, par exemple, la Turquie avec d'autres pays autour, mais ça peut être aussi, par exemple, pour les pays du Sud, ça peut être un axe horizontal, Chine, enfin, une association entre les pays du Sud, Chine, Moyen-Orient, etc. Donc, et puis au nord, on essaie de trouver des nouveaux créneaux de développement, mais dans des conditions assez difficiles. Et donc, en fait, là, c'est aussi du point de vue environnemental, c'est ce qu'on appelle un backlash. C'est-à-dire qu'en fait, les régulations explosent. En fait, elles sont éclatées. On y tient un peu plus compte. Et puis, donc, mais ceci étant, la croissance, ça permet quand même de faire un certain nombre de choses dans le domaine de l'environnement, par exemple des infrastructures dans le domaine de l'assainissement urbain, des choses comme ça, parce qu'on a quand même de l'argent à dépenser, on a des ressources, donc on peut faire quand même des choses. Un petit peu ce qu'on a fait au début dans des pays du Nord, ce qu'on a fait dans les premières périodes de l'environnement, on investissait beaucoup dans les infrastructures, etc. etc. Quatrième, je suis désolé, je vais très vite. Hein. Quatrième, ça s'appelle Partenariat euro-méditerranéen pour une transition verte et bleue. Alors là, c'est un scénario dans lequel, finalement, en gros, on étend le Green Deal au sud. Hein. C'est-à-dire qu'en gros, c'est avec les mêmes logiques, c'est les mêmes logiques d'innovation, d'investissement dans les transitions vertes et bleues, d'utilisation des instruments économiques aussi, donc l'innovation, les instruments économiques, avec un leadership européen affirmé, où l'Europe est prête aussi à mettre de l'argent sur la Méditerranée et s'investir sur la Méditerranée, ce qui conduit aussi dans un deuxième temps à mettre en place un véritable marché, presque marché commun, qui fonctionne bien, méditerranéen, etc. Tout ça étant centré sur, je dis, bon, naturellement, tout ce qui est l'énergie, hein, tout ce qui est l'énergie, le renouvelable, l'hydrogène, etc. Donc tout ce qui est la transition verte aussi, donc, voilà. Et donc, mais avec les limites que c'est très centré sur des secteurs qui sont intéressants pour l'économie, hein, à la fois intéressants pour l'environnement et pour l'économie. Et puis, voilà, je n'ai pas le temps de développer. Alors, il y a le cinquième, ça s'appelle un autre modèle de développement durable spécifiquement méditerranéen. Là, c'est aussi une autre orientation vers le développement durable. C'est alternatif par rapport au modèle, enfin, au scénario précédent. Mais c'est alternatif au sens où, à la fois, le contexte est très différent, c'est-à-dire qu'il n'y a plus cette fois-ci ce leadership européen, il y a quelque chose qui est plus équilibré entre Nord et Sud. Il y a aussi un contexte qui est relativement favorable à l'environnement, mais où on considère qu'en fait, les solutions ne sont pas d'investir dans l'innovation verte et bleue, etc., uniquement dans l'énergie ou d'autres choses comme ça, mais ou avec des instruments économiques, mais où, en fait, le problème majeur, c'est un problème de développement, donc de changement des logiques de développement. Alors, ça peut être au niveau à la fois des modèles économiques, des modèles de consommation. Donc, on cherche en fait des nouveaux modèles de développement pour le tourisme, pour l'agriculture. Bon, je ne développe pas pour la pêche, etc., donc de durabilité. Donc, en gros, c'est une alternative au technosolutionnisme du scénario précédent. Donc un développement axé sur la sobriété, j'imagine. Aussi sur la sobriété. Il n'y a pas seulement ça, hein, sobriété, mais il y a aussi l'utilisation de solutions, on appelle ça, basées sur la nature, des choses comme ça. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont. Bon. Alors, ça suppose un contexte relativement favorable ici pour ça. Voilà. Et puis, alors, il y a le sixième scénario, qui est le scénario peut-être le plus original et le moins probable, qui qui a été proposé par une des personnes qui a été consultée, là, comme ça, qui s'appelle la mer Méditerranée comme bien commun mondial. Alors, c'est l'idée qu'en fait, dans ce scénario-là, on dit on ne va pas sauver la région méditerranéenne, mais on peut essayer de sauver quelque chose sur la mer. Donc, on se sent sur la mer, et l'idée, c'est que c'est plus seulement, comme ça a été fait pour le plan, le PAM, la Convention de Barcelone, les pays de la Méditerranée qui se mobilisent sur la mer, mais c'est la communauté mondiale qui se mobilise sur la mer, un petit peu comme ça se fait pour l'Amazonie, c'est-à-dire d'abord une alerte des scientifiques, etc. Et comme il y a aussi des gens qui sont intéressés par la Méditerranée comme touristes, etc.,
Donc, il y a, enfin, qui peuvent être éventuellement. Ça se situe aussi dans une logique où on reconnaît des droits à la nature. C'est une logique aussi de reconnaissance des droits à la nature, de reconnaissance des droits aux générations futures. Donc, on fait tout pour essayer de mettre en place des structures. On met en place une structure de gestion en bien commun qui est à la fois mi-institutionnelle et mi-fondation, qui est fondée en partie aussi sur un paiement de l'usage de la mer. On fait payer la mer, les touristes, etc. Ils payent aussi pour la conservation de la mer. Et on a des règles aussi très strictes, mais qui ne s'appliquent pas à l'ensemble de la région, mais essentiellement à tout ce qui peut avoir un impact sur la mer, soit côtier, soit côtier, soit pour, je finis par là, soit par le grand fleuve, parce que une des originalités du scénario aussi, c'est de travailler sur l'ensemble du cycle de l'eau, l'ensemble des cycles, enfin, la solidarité, rivière, mer, etc., et de voir qu'est-ce que ça peut donner pour aller le plus loin possible aussi dans cette direction. Voilà, un petit peu, c'est très peu probable, mais ça donne des idées intéressantes. Aussi, voilà, j'ai fini un petit peu pour le scénario. Je suis désolé, je veux grandir beaucoup plus, mais là, Alors, de toute façon, ces messieurs qui sont là et les autres pourront vous recontacter plus tard pour pouvoir approfondir certains points. Merci en tout cas pour cet exercice de synthèse. J'avais une question à vous poser, ça ouvrira la séance de questions-réponses. Comment votre rapport a été accueilli par les 22 gouvernements des pays méditerranéens? Alors, oui, alors, pour l'instant, on est justement, il est récent, hein, il est sorti fin janvier, donc on est en phase de présentation de ce chemin de transition. On a plusieurs présentations en France, bien sûr, dans les littorales méditerranéens, Paris également, Maroc, Jacques en parlait à l'instant, en Tunisie. Nous avons bientôt une présentation en Croatie, etc. Donc, on ne va pas le présenter dans tous les pays parce que ça serait trop compliqué, trop long, mais on va le présenter dans plusieurs pays, plusieurs événements. On va normalement le présenter aussi à Nice, à l'INOC. Bon, le programme de l'INOC n'est pas encore complètement établi, mais on nous a proposé de le présenter là. Donc, c'est important parce qu'il y aura probablement des représentants de tous les pays méditerranéens. On pourra peut-être même le présenter plusieurs fois à l'UNOC, parce qu'il y a beaucoup d'événements à l'UNOC, comme l'Europe, comme à Avignon. Donc, les quelques réactions qu'on a pour l'instant sont partielles. Elles sont assez différentes d'un pays à l'autre. Comme le disait Jacques, le Maroc semble plutôt être. Il y a un des scénarios que Jacques a évoqué où il y a un engagement fort de l'Europe, plus fort qu'aujourd'hui encore envers la Méditerranée, et qui d'ailleurs, ce scénario a été imaginé avant la nomination de la nouvelle commission. Or, on voit que dans la nouvelle commission, il y a un commissaire à la Méditerranée. C'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, il y a déjà des choses qui sont dans les scénarios qui se produisent, hein, qui, au moment où ils ont été écrits, ça n'existait pas et qui se produisent. Donc, on voit qu'il y a des choses intéressantes. Et d'ailleurs, je fais une parenthèse, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde l'avant-dernier rapport de prospective qu'on avait fait, on a une partie dans le rapport qui montre ça, on regarde qu'est-ce qui s'est réalisé ou pas, et on voit qu'en dehors, bien sûr, d'impondérables, on avait vu assez juste. Il y a des choses, il y a des tendances qui ont été plus importantes que ce qu'on pensait ou d'autres moins importantes. Donc ça, c'est intéressant. Voilà, alors la Tunisie, comme Jacques le disait, c'était plutôt sur la mer. La Croatie, on va voir. Et donc, c'est une des difficultés qu'on a, c'est que finalement, on a, d'une manière générale, pour le développement durable de cette région, on a quelquefois des problèmes de gouvernance à l'intérieur de certains pays, mais on a aussi un problème de gouvernance globale de la région. C'est là où on voit la différence avec l'Union européenne. En Méditerranée, il n'y a pas de zone de libre-échange, il n'y a pas de marché commun, il n'y a pas d'unité religieuse, il n'y a pas d'unité juridique, il n'y a pas d'unité économique, il n'y a pas d'unité culturelle. La seule chose qu'il y a, c'est qu'il y a un espace géographique qui est le même. Et donc, ça rend la collaboration, la coopération vers des solutions communes et souhaitables plus difficiles. Il y a des pays qui sont en guerre les uns avec les autres. Et il y a des pays et des pays qui n'ont jamais signé la paix, et Israël et le Liban n'ont jamais signé la paix. On les a quand même autour de la table. Est-ce que néanmoins, est-ce que votre rapport va être, est-ce que vous avez la certitude qu'il a été lu par au moins les ministères en charge de ces questions, aussi bien au Caire qu'à Beyrouth ou
ou à Barcelone. Il y a quelque chose là-dessus. Oui, vas-y. Oui. Oui, mais c'est-à-dire qu'en fait, la démarche qu'on a, naturellement, le rapport, c'est une ressource. Il y a beaucoup de choses qui existent dans ce rapport. Il y a 1100 experts qui ont travaillé sur une quarantaine de dimensions différentes, etc. Il y a plein de ressources dedans. Donc, ça peut être comme une ressource. Il y a des recommandations à la fin. Il y a aussi ce qu'on appelle des mesures sans regret. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on pourrait faire, quel que soit le scénario. Mais pour l'instant, on n'a pas encore, on est dans une phase, on a voulu faire une phase qui s'appelle travailler sur le chemin de transition. C'est-à-dire discuter avec les pays, pays par pays, hein, ou avec des pays, cette fois-ci, de la manière dont on peut traduire les scénarios en quelque chose qui soit disons, adapté à leur situation, à leur politique, etc., etc. Donc, travailler. Donc, en fait, le rapport, c'est pas fini, c'est pas une fin. C'est pas une fin, c'est le début de quelque chose. C'est le début où il y aura donc ce travail sur les transitions. Ça, c'est une phase très importante. Il est bien évident qu'on va passer comme ça brutalement de ce rapport-là à quelque chose il faut une phase de transition, ce qui n'était pas prévu dans les autres travaux de prospective qui existaient auparavant. Et naturellement, après, il y a tout un travail de valorisation, toute une étape de valorisation. Pour l'instant, n'oubliez pas, le rapport il est sorti il y a 2 mois. Donc, en fait, on ne peut pas déjà avoir tout présenté ça dans toutes les instances internationales, globales, etc., y compris au plan de, avec l'ensemble des gens, pas au plan de l'État, mais au plan de l'action économique. Officiellement, il n'y a pas encore eu cette réunion. Pour l'instant, le rapport ne vient que de sortir. Oui. Hein. Donc, voilà, il faut laisser un peu de temps et il faut certainement un travail par rapport avec les pays pour discuter de choses, comment ça peut être appliqué dans le cas du pays. C'est pas comme le GIEC où les gouvernements voient le rapport avant qu'il ne soit publié. Là, ils le verront après. Oui. Oui. Alors, j'invite là-dessus que pour l'instant, le rapport a été publié avec un résumé en italien, en grec et en espagnol, et que la version anglaise du rapport vient de paraître, elle est sur le site depuis hier. Donc, évidemment, dans les pays anglophones, ils attendaient la version en anglais du rapport. Hein, donc, voilà. Je précise aussi que la COP de la Convention de Barcelone, qui a lieu tous les 2 ans, a lieu une fois dans notre pays du Nord, une fois dans notre pays du Sud. Et cette année, en décembre, c'est en Égypte. Donc, le gros effort sur l'Égypte, on le fera à ce moment-là. Donc, c'est un rapport à longue durée de vie. Hein, il doit infuser. Voilà. Et en principe, il y a une relation entre ça et ce qu'on appelle la stratégie méditerranéenne de développement durable qui est en cours d'élaboration. Donc là aussi, ça rentre aussi dans un processus aussi de définition de politique qui est différent. C'est évident qu'il faut que ça, c'est une stratégie aussi difficile à imaginer que de faire le rapport. De valoriser tout ça, de voir les endroits où ça peut être utile. Je pense qu'il commence déjà à être pas mal diffusé dans la presse. On est en France pour l'instant, puisque il n'a pas été traduit il n'était pas traduit, il vient d'être traduit, sortir en anglais, mais voilà. Mais c'est pratiquement 1 an ou plus de travail à faire pour que tout ça se diffuse et se valorise. Il y aura une version en arabe? Il y aura une version en arabe, oui. On a oublié de parler de choses importantes, c'est quelles sont les recommandations faites par les auteurs du rapport? Donc, les principales d'entre elles? Oui, alors, bon, il y a 2 choses différentes dans les recommandations. Je dis, en fait, on n'a pas fait de recommandations politiques au sens strict parce que c'est pas notre rôle. Je l'ai dit tout à l'heure, en fait, c'est pas notre rôle de faire des recommandations politiques, hein, en tout cas pas dans un rapport comme ça. On a fait 2 choses différentes. On a fait d'une part les conclusions du rapport, qu'est-ce qu'on peut en tirer en termes d'action possible, etc. Et deuxièmement, on a fait quelque chose dont personne n'a parlé, etc. On a fait très peu de publicité là-dessus. C'est ce qu'on appelle les mesures sans regret. Alors, les mesures sans regret, c'est-à-dire, en gros, quel que soit le scénario, même le plus difficile, qu'est-ce qu'on pourrait imaginer de faire à un coût relativement faible, avec des mesures relativement considérées comme acceptables, possibles. Voilà. Ce qui est possible, euh, quel que soit le scénario, il y a à peu près les 2 choses. Alors, je vais pas parler des mesures sans regret parce qu'elles sont il y en a beaucoup. Je ne sais pas comment les résumer en 2. On peut en prendre quelques-unes, les plus spectaculaires ou les plus utiles. Oui, alors, en fait, par exemple, on a dit, parce que voilà, on est un peu dépourvu là,
Euh, bon, pour la dimension internationale, on a dit par exemple ce qui va se passer au niveau mondial, notamment pour le climat, c'est important. Alors, une des choses, par exemple, qui pourrait être faite, c'est de faire en sorte que dans les négociations, soit du droit international des océans, soit sur le climat, qu'il y ait un groupe des pays méditerranéens qui ait des positions communes, ensemble, etc. Bon, on a prévu aussi toute une série de dispositions pour, en gros, pour développer l'intelligence collective au niveau de la Méditerranée. Parce que ce qui se passe en ce moment dans cette intelligence collective, c'est que finalement, il y a beaucoup d'organismes qui s'occupent de la Méditerranée, mais qui ne travaillent pas ensemble. Donc, il faut, bon, alors, dans l'intelligence collective, par exemple, il y aurait un projet de cartographie de la biodiversité de la mer équivalent dans quelque chose qui est équivalent à l'IPBES de la Méditerranée, parce qu'on connaît assez mal cette biodiversité. Donc, par exemple, un projet de cartographie de cette biodiversité, des choses comme ça peut être intéressant. C'est tout ce qui est aussi les échanges de bonnes pratiques. C'est-à-dire les échanges de bonnes pratiques, y compris sud-nord, pas seulement nord-sud, mais allant du sud vers le nord, puisqu'en fait, ils sont puisque un des enjeux majeurs, c'est l'adaptation au changement climatique. Hein. Donc, ils sont déjà bien avancés par rapport à d'autres pays. Donc, par exemple, organiser cet échange de bonnes pratiques. Mettre en commun les think tanks qui travaillent sur la Méditerranée. Parce que, par exemple, nous, on a eu des problèmes pour travailler avec le meilleur think tank méditerranéen qui travaille sur l'économie. En gros, il y a des think tanks qui travaillent sur la société, d'autres sur l'économie, d'autres sur l'environnement. Voilà. Donc, il y a des choses comme ça. Il y a naturellement tout ce qui est l'application du droit. Là, c'est l'application du droit. Il y a un droit qui existe, toutes les conventions, la Convention de Barcelone, les protocoles, tout ça, par exemple, c'est un droit qui est très connu. Et donc, il y a un problème majeur déjà d'application du droit, des choses comme ça, des systèmes de surveillance. Donc voilà, je n'ai pas le temps de développer tout le temps au niveau des recommandations. Bon, naturellement, au niveau des conclusions, c'est de dire que, en fait, la situation en 2050 sera beaucoup plus alarmante qu'aujourd'hui pour la Méditerranée. Et pas seulement d'ailleurs lié à ce qui va se passer à l'intérieur de la Méditerranée, mais parce que la Méditerranée est particulièrement vulnérable à ce qui se passe au niveau international. Quelque chose. Il y a aussi des possibilités de crise très graves, de risques en cascade, etc. Il faut donc s'adapter, il faut être résilient, il faut s'adapter, il faut préparer à tout ça. Donc, en gros, l'attentisme, le scénario 1, c'est pas acceptable. C'est autre chose, on peut pas attendre la politique des petits pas, ce qu'on fait, là, les petits pas, et puis au fur et à mesure. Alors que c'est le scénario malgré tout le plus probable. C'est une solution qui n'est pas tenable à long terme. Donc, on dit aussi que la région pourra de moins en moins compter sur ses propres forces. Elle aura besoin aussi d'appui extérieur pour avancer. De toutes les formes tous les scénarios de développement durable qui sont proposés, il y en a en fait trois. Hein, en fait, supposent des formes de coopération, des formes de coopération très diverses. Hein, ça peut être des coopérations avec l'Europe, des coopérations nord-sud beaucoup plus équilibrées. Ça peut être aussi à niveau mondial, tout ça. Mais la coopération, c'est absolument quelque chose de très important. Tout ce qui est l'innovation dans la gouvernance, euh, décentralisation, mobilisation des sociétés civiles, application du droit, incitation économique, meilleure information, tout ça, c'est porteur de solutions. Donc, c'est pas la technique nécessairement qui est le cœur, mais c'est un problème majeur de gouvernance de tout ça qui ne fonctionne pas. Donc, il y a des marges de manœuvre qui existent, mais que toutes ces marges de manœuvre, elles supposent qu'il y ait deux conditions au minimum, c'est-à-dire un grand volontarisme de toute façon, une coopération. C'est un petit peu ça. Et puis, je suis désolé je voudrais rentrer dans le détail, mais je n'ai pas le temps. Donc, il y a un rapport de synthèse de 15 pages qui existe qui est sur le site du Plan Bleu. Qui est sur le site du Plan Bleu, qui résume à peu près tout ce que j'ai dit, qui développe beaucoup pour les scénarios. Si ma mémoire est bonne, puisqu'on parle de coopération, sous la présidence de Nicolas Sarkozy, la France et d'autres pays avaient créé l'Union pour la Méditerranée. Est-ce que ça peut être l'aréopage qui permettrait finalement de prendre en compte tout ce que Jacques Tess vient d'évoquer, ou est-ce que c'est moribond, ou est-ce qu'il faut créer autre chose? Alors, bon, c'est une chose qui est quelquefois un peu reprochée à la France, c'est que la France lance des choses comme ça,
Et donc, le lancement de l'UPM, en effet, a été une initiative française qui n'a pas été au début bien pris par le PAM, le plan d'action pour la Méditerranée, puisque le PAM a considéré qu'il existait déjà et qu'il ne comprenait pas très bien pourquoi on lançait une structure concurrente. Alors, ce n'est pas tout à fait exact dans la mesure où la différence entre le PAM et l'UPM, c'est que dans l'UPM, il y a la Mauritanie et la Jordanie, qui ne sont pas des États strictement riverains de la Méditerranée, mais qu'on a voulu arrimer à l'UPM pour des raisons de géopolitique et de stabilité politique. Et puis, il y a toute l'Union européenne, alors que dans le PAM, il n'y a que les pays riverains de la Méditerranée qui soient du nord ou du sud. Bon, dans les faits, alors l'UPM aussi a un champ d'action beaucoup plus large que le nôtre. Hein. Il joue sur à peu près tous les sujets. Bon, par exemple, ils font beaucoup de choses sur la condition des femmes en Méditerranée, dans les sud notamment, etc. Bon, le problème de l'UPM, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'argent finalement et que donc euh, ça n'a pas eu autant d'ampleur que c'était envisagé. Alors ensuite, il y a eu un autre programme qui a été lancé, dont on a très peu parlé, que PAMEX, le plan pour une Méditerranée exemplaire, qui a été lancé par la France, mais qui lui non plus n'a pas vraiment décollé parce qu'il y a toujours un problème de ressources financières. Voilà. Donc alors maintenant on collabore bien avec l'UPM. Au début on était un peu tendu, mais maintenant on collabore bien avec l'UPM. Par exemple, un sujet dont on n'a pas parlé, c'est on héberge et on finance un organisme qui s'appelle MEDEC, qui est un GIEC de la Méditerranée, un groupement d'experts méditerranéens, d'experts scientifiques méditerranéens sur le changement climatique, qui publie des rapports à la manière du GIEC sur l'état du changement climatique en Méditerranée, tant la situation actuelle avec le degré de probabilité exactement comme écrit le GIEC et que les perspectives d'avenir. La différence, c'est qu'il regarde aussi les autres tensions, il regarde aussi l'eau et la biodiversité. Euh, donc, le premier rapport s'appelle Marche 1. Il y a un deuxième rapport global qui est en préparation. Il y a deux rapports thématiques qui sont sortis au moment de la COP de Bakou. L'un sur le nexus eau changement climatique en Méditerranée, l'autre sur le changement climatique au littoral en Méditerranée. Euh, c'est quand même 700 scientifiques du bassin méditerranéen qui se sont mis ensemble pour travailler là-dessus. C'est assez peu connu parce qu'on n'a pas été très bon en com, mais ce sont des rapports qui font autorité. Alors, est-ce qu'il y a des questions chez les confrères et les consoeurs qui sont en ligne? N'hésitez pas. Un peu timide ce matin. Alors pour attendre les questions, je peux prolonger sur deux, trois trucs. Rappeler quand même que la Convention de Barcelone, donc c'est un ensemble avec un traité principal et 7 protocoles additionnels qui ont tous la valeur de traités internationaux. C'est une valeur juridique supérieure à la loi française. Certains pays n'ont pas ratifié, en fait, aucun pays n'a ratifié tous les protocoles, mais les pays qui ont ratifié le maximum, c'est 6 protocoles. Certains pays ont ratifié moins. Euh, Il y a un protocole très bon sur la gestion intégrée des zones côtières, il y a un protocole sur la biodiversité, il y a un protocole sur la pollution pélurique, il y a un protocole sur la prévention des catastrophes en mer, il y a un protocole sur l'offshore, il y a un protocole sur l'immersion des déchets dangereux, et puis il peut y avoir par la suite d'autres protocoles. Euh, Certains pays ont ratifié certains protocoles, d'autres ont ratifié d'autres protocoles en fonction de leur politique nationale. Donc il y a un travail de continuer à inciter les pays à ratifier les protocoles. La Tunisie, par exemple, a ratifié il y a 1 an et demi le protocole gestion intégrée des zones côtières. C'était un progrès. La Grèce n'a toujours pas ratifié ce protocole, alors que pourtant, s'il y a bien un pays ilien et littoral, c'est la Grèce. Euh, voilà, donc Jacques insistait avec raison sur le problème de l'application du droit. On a une application du droit qui n'est pas satisfaisante et qui est inégale selon les pays. Et ce droit, je le rappelle, a une valeur juridique forte puisque c'est une valeur juridique supérieure à la loi et que, en ce qui concerne les pays qui appartiennent à l'Union européenne, ils peuvent être condamnés pour la non-application de ce droit par la Cour de justice de l'Union européenne, car la Cour de justice de l'Union européenne, l'Europe étant signataire et ayant ratifié ces protocoles, considère, sous certaines conditions, que c'est du droit européen. Qui donne une force juridique importante. On voit, en fait, j'ai parlé tout à l'heure d'un espace exceptionnel, on voit que les moyens ne sont pas du tout à la hauteur de cette exceptionnalité. Mais par exemple, quand on parlait du MEDEC, effectivement, il y a des chercheurs qui s'investissent, etc., mais les moyens structurels pour le MEDEC sont absolument dérisoires. Donc, voilà,
par rapport à, il est bien évident qu'il y a un grand décalage entre le travail qu'on a fait là, qui en fait, voilà, qui est en fait une perspective politique très, très large, etc. Et par ailleurs, le fait que, ce que je dis au début, c'est-à-dire en fait, on ne s'intéresse pas à la Méditerranée. On s'y intéresse pas assez. Et il y a un rôle des médias aussi à faire quelque part On y travaille. pour faire que cet enjeu-là, enfin, apparaisse sur l'agenda, y compris d'ailleurs la conférence de Nice, enfin, des trucs comme ça, qui est pas gagné, parce que paradoxalement, quand on parle des océans, on parle très peu du fait qu'on a une mer à côté qui s'appelle la Méditerranée. Donc c'est quand même un problème. Donc, voilà. Donc, Il y a un manque on y revient, d'incarnation, peut-être. il y a un manque d'incarnation. D'ailleurs, dans un des scénarios, il y a des propositions pour avoir une espèce de présidence symbolique de la Méditerranée, ou une espèce de parlement, parce qu'il existe un parlement, mais qui en fait personne ne sait que ça existe, hein, c'est-à-dire de parlementaires qui se réunissent, etc. Donc, il existe éventuellement des Jeux méditerranéens aussi, qu'on ne parle pas beaucoup non plus. C'est pas... Donc en fait, il y a tout ça, il manque une incarnation. Et le problème, c'est que si tous ces sujets-là sont connectés, mais il n'y a pas une instance qui est en charge de tout ça. Voilà. Et donc, je dirais pas que c'est difficile, il y a tout un travail à faire pour essayer de faire passer les idées, mais c'est pas facile. Il faudrait créer le comité de liste pour organiser cette médiatisation. Pardon. Alors, s'il n'y a pas de questions, je vous rappelle ce petit livret qui est téléchargeable sur le site du Plan Bleu, qui est la synthèse du rapport. Je vous invite aussi à consulter le rapport qui est bourré d'informations et les scénarios sont tout à fait palpitants. Je vais donc clore ce webinaire. Peut-être, je voulais juste ajouter, pour rentrer un peu peut-être plus dans le concret, il y a quand même, et ne pas être trop pessimiste, il y a quand même des signaux encourageants quelquefois. Alors, je prends deux exemples, Israël et le Maroc. Euh, le Maroc a fait assez récemment une réforme des subventions dommageables à l'environnement très bonne. Et c'est une réforme très difficile à faire parce qu'on sait bien qu'il y a énormément de catégories sociales et de secteurs économiques qui s'y opposent. Donc, ils ont réussi à faire ça parce que ces pays du Sud ont beaucoup de subventions aux énergies fossiles. Voilà, donc nous, on essaie de promouvoir ces bonnes pratiques pour montrer aux pays voisins qu'ils peuvent s'en inspirer. Et Israël, qui est un pays qui est assez fort sur le développement des startups dans le clean tech, parce que le couple recherche-capitaux, levée de capitaux fonctionne assez bien en Israël, a aussi fait une assez bonne réforme dans le domaine de l'eau, où ils ont, comme nous, trois types d'usages pour l'eau, hein, l'usage domestique, les ménages, l'usage industriel et l'usage agricole. Ils ont augmenté, sans changer le fait que ces trois tarifications étaient différentes, augmenté chacune de ces tarifications, ce qui a entraîné deux choses. Premièrement, les gens se sont mis tout d'un coup à réparer les fuites dans les canalisations parce que ça coûtait plus cher de gaspiller de l'eau. Et on sait qu'il y a des taux de fuite énormes dans les canalisations de ce pays, y compris en France, qui peuvent aller jusqu'à 40% hein, de perdus. Et deuxièmement, ça a entraîné tout un développement des startups dans le domaine du smart metering, c'est-à-dire de l'usage économe de l'eau et du repérage des fuites. Avant, pour repérer une fuite, il fallait ouvrir des centaines de mètres de tranchées. Maintenant, on arrive à repérer ça de façon plus précise et donc c'est moins coûteux puisqu'on a moins besoin d'ouvrir les fuites. Voilà. Alors, ce sont des exemples nationaux. Et l'idée, nous, on essaye de promouvoir ça en montrant, pour ne pas être trop négatif, en montrant qu'il y a des exemples positifs et que les pays voisins peuvent s'en inspirer. Donc, il y a des solutions qui se développent énormément. Par exemple, l'aquaculture pour se substituer à la pêche, la désalination de l'eau de mer. Parce que là, c'est aussi tout ce qui est les usines de désalination, c'est très structurant pour le développement aussi. Et donc, il y a un se développer partout. Alors, ça pose toujours des problèmes d'environnement dans les deux cas. Et puis, dans le domaine de l'énergie, il y a les éoliennes en mer. Donc, il y a aussi, ça, c'est quelque chose, il y a des choses qui se développent beaucoup, qu'on doit discuter, tout ça, on doit en discuter. Voilà. Donc, il ne se passe pas rien, c'est pas ça. Mais je pense que c'est pas à la hauteur des défis qui sont devant nous, des enjeux qui sont devant nous. Merci d'avoir réussi à clôturer ce webinaire sur une note positive. Ah, il y a peut-être une question. Esther Amar. Allô, allô? Alors, pardon, il y avait des questions. Pourriez-vous nous dire s'il semble plus probable que des protocoles d'accord se mettent en place dans le bassin méditerranéen entre pays de la
partie occidentale d'un côté et ceux de la partie orientale de l'autre, plutôt qu'un accord commun. Les deux parties du bassin semblent déconnectées les unes des autres en termes de besoins d'urgence, de politique et de gestion. Comment est-il possible d'amener une dimension coercitive à la non-application des droits de l'environnement, pas du droit, dans le bassin méditerranéen? Question de Sarah Yuman. Alors, il y a plusieurs questions. Sur la première question, en fait, c'est exact qu'il y a une différence entre le Nord et le Sud. D'abord, c'est une différence juridique puisque c'est pas le même droit. Alors, le droit de l'Union européenne ne s'applique pas dans tous les pays du Nord, puisque certains pays du Nord ne sont pas membres de l'Union européenne, mais la plupart ont vocation à y rentrer. Donc, on peut supposer que, par exemple, dans le Balkan, ça s'appliquera. Et donc, évidemment, le droit est de meilleure qualité, le droit environnemental est de meilleure qualité au Nord, avec des sanctions plus adaptées. Plus contraignantes, etc. Bon, ça, c'est certain. Mais là-dessus, je voudrais dire deux choses. Premièrement, dans les années 70, à la fin des années 70, quand a été conçue la Convention de Barcelone et ses suites, la dimension nord-sud était extrêmement importante dans les relations internationales. Et donc, ça reste dans les textes de la Convention de Barcelone. Donc, la Convention de Barcelone et ses protocoles ont été conçus comme les pays de la rive nord doivent aider les pays de la rive sud à aller vers le développement durable. Et ça, c'est toujours là. Et nous, en réalité, on fonctionne de cette manière-là. L'expertise du plan bleu, elle est surtout demandée dans les pays de la rive sud de la Méditerranée, beaucoup plus que dans les pays de la rive nord. Donc ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est que cette coupure entre le nord et le sud n'est pas la seule. On a une coupure entre la partie orientale et la partie occidentale du bassin méditerranéen. La partie orientale est, Jacques rappelait tout à l'heure que la Méditerranée se réchauffe 20% plus vite que le reste du monde, mais c'est la partie orientale qui se réchauffe le plus vite. La partie occidentale, c'est-à-dire la nôtre, la France a une certaine chance de ce point de vue-là, se réchauffe moins vite. C'est dans la partie orientale qu'on a trouvé des ressources pétrolières offshore. La partie orientale est aussi celle qui est la plus agitée du point de vue géopolitique. Il y a aussi un côté un peu mer fermée, puisqu'il y a une espèce de sa morphologie fait que c'est comme ça, etc. Bon. Donc, il faut ce clivage entre partie orientale et partie occidentale n'est pas à négliger. Sur le droit, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, c'est très important et c'est très peu connu. Il y a un compliance committee au sein de la Convention de Barcelone. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une instance. Il a été très long à mettre en place le compliance committee parce qu'il y avait des réticences des pays qui n'aiment pas se faire accuser, évidemment, de ne pas respecter le droit. Bon, il est en place maintenant depuis quelques années. Et donc, on peut, devant ce compliance committee, se plaindre du fait qu'un État ne respecte pas telle ou telle convention de Barcelone. Il y a une chose qui est très importante, c'est que la plupart des compliance committees qui existent dans les conventions internationales ne peuvent être saisies que par les États. Le compliance committee de la Convention de Barcelone peut aussi être saisi par des ONG ou par des personnes privées, ce qui est très peu su, même en France, les gens ne le savent pas. Il est très très peu saisi. Alors, il y a au moins deux cas de saisine qui existent, qui sont très intéressants tous les deux. D'abord, il a été saisi il y a 1 ou 2 ans pour la première fois en France sur l'affaire du contournement routier d'Arles, parce qu'Arles est une ville littorale, donc le protocole de gestion intégrée des zones côtières s'applique. Et il y a un projet très ancien de contournement routier d'Arles. C'est vrai que Arles est embouteillé, mais tous les projets de contournement sont tous très problématiques et qui se passent tous dans des zones humides, qui sont des zones humides pré-camarguaises, etc. Bon. Donc, il va y avoir un examen de est-ce que ce projet de contournement routier est compatible ou pas avec le protocole de gestion intégrée des zones côtières. On peut imaginer que beaucoup en ce moment de la ligne THT qui doit contribuer à la décarbonation de Fos, hein, on est aussi là dans un problème d'application du droit de la Convention de Barcelone, hein, parce qu'il y a au moins le protocole de gestion intégrée des zones côtières, voire le protocole de biodiversité qui peuvent être concernés, et donc le compliance committee pourrait être saisi de ce sujet. Le premier cas de saisine est très intéressant parce qu'il se rapproche du scénario 6 qu'a évoqué Jacques tout à l'heure. En Espagne, il y a une sorte de lagune intérieure qui s'appelle la Mar Menor, et qui est quasiment morte depuis quelques années pour deux raisons qui sont une urbanisation massive autour et la conséquence de l'intensification de l'agriculture. Donc il y a eu plusieurs actions locales avec une opposition entre le gouvernement national et le gouvernement régional, puisque l'Espagne est un pays très décentralisé, comme ils n'avaient pas la même étiquette politique, ils se sont envoyés la balle. Puis il y a eu une saisine du Compliance Committee,
bon, qui, pour être franc, a abouti à une décision un peu décevante parce que c'était la première fois c'était la première saisine, c'était pas encore très voté, etc. Mais ça a déclenché le fait que la Commission européenne est allée sur place, parce que la plupart de ces endroits-là étaient des zones Natura 2000. Et ensuite, ça a déclenché une réaction nationale en Espagne. Et vous avez entendu parler sans doute d'un certain nombre de pays d'Amérique latine ou de Nouvelle-Zélande qui ont donné le statut de personne euh, morale, juridique à des éléments naturels comme des fleuves, des montagnes, etc. Et pour la première fois en Europe, on a un pays, l'Espagne, qui est un pays méditerranéen, qui a donné un statut juridique de personne à la Mar Menor. Il y a une loi spéciale là-dessus qui est assez complète parce qu'elle explique très très bien les choses, etc. Et l'élément tout à fait récent là-dessus, qui n'a pas du tout été commenté en France, je ne sais pas pourquoi, parce que c'est une décision pourtant très importante, c'est que le parti d'extrême droite espagnol, qui s'appelle Vox, si ma mémoire est bonne, a saisi le tribunal constitutionnel espagnol en considérant que cette loi n'était pas conforme à la constitution espagnole. Il se trouve que, comme je lis l'espagnol, j'ai lu le recours que je trouvais assez bien fait. Il y avait des arguments juridiques assez convaincants. Et le tribunal constitutionnel espagnol vient de rendre sa décision en déclarant que cette loi était parfaitement conforme à la Constitution et en rejetant les arguments de Vox, avec un raisonnement assez ébouriffant, parce qu'il y a plusieurs raisonnements, mais un des raisonnements est de dire, puisque le droit ancien n'a pas réussi à protéger la Mar Menor, rien n'interdit aux législateurs de trouver de nouveaux types de législation inspirés d'autres conceptions philosophiques pour protéger la Mar Menor. C'est un raisonnement, on ne voit pas le Conseil constitutionnel dire ça. Voilà, et c'est très intéressant parce que ça s'est produit après qu'on ait imaginé le scénario 6. Or, c'est un début de concrétisation du scénario 6 dont tout le monde nous explique qu'il est utopique. En fait, il y a des petits bouts d'application déjà de ce scénario. Alors, ultime question d'Estérama, comment Israël transmet des données au plan bleu? Alors ça, je ne sais pas, différent des autres pays. Tous les pays doivent transmettre leurs données. Et donc, nous avons une fonction, on n'a pas parlé parce qu'on ne peut pas parler de tout, mais nous avons aussi une fonction d'observatoire. Et donc, nous trouvez sur le site du Plan Bleu un certain nombre de données sur un peu l'équivalent de ce que fait Eurostat pour l'Union européenne. Euh, on n'a pas de problème particulier avec Israël, d'autant plus qu'Israël est membre maintenant de l'OCDE et que donc ils doivent aussi fournir un certain nombre de ces données à l'OCDE. En revanche, le problème qu'on a, c'est que les appareils statistiques des pays ne sont pas développés dans les mêmes proportions et évidemment les pays du Nord ont des statistiques plus développées, Israël aussi, la Turquie aussi, etc. Mais il y a des pays pour lesquels, des pays par exemple qui sont en guerre en ce moment ou dans lesquels l'État n'existe presque plus, évidemment, on a des appareils statistiques faibles. Et là, on a un problème, c'est qu'on ne peut pas mettre en ligne des statistiques qui sont géographiquement incomplètes. On pourrait avoir un peu plus de statistiques sur les pays européens de la rive nord de la Méditerranée, mais ça poserait un problème vis-à-vis des pays de la rive sud. Donc, on a un petit problème parce que les données, c'est la base de la décision politique. Et on a un petit problème pour avoir des données comparatives parce que certains pays n'ont pas des appareils statistiques nationaux suffisamment développés. Et on n'a pas de problème de transmission des données par Israël à ma connaissance. Simplement, oui, effectivement, il y a des problèmes d'inégalité des appareils statistiques des pays, etc. Il y a pas, enfin, je suis désolé de dire qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi des données qui sont très difficiles à obtenir de tous les pays, y compris de la France. Par exemple, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait la pollution des grands fleuves, importante. Il y a très peu de données sur la pollution venue par les grands fleuves. C'est quand même des choses comme ça, y compris de la France. Donc, bon, et puis on a aussi des problèmes de conception du système statistique. Par exemple, on a un problème déjà de définition de la région méditerranéenne. Parce qu'en fait, beaucoup de statistiques sont nationales, c'est-à-dire qu'elles sont fournies au niveau des pays. Or, ça ne correspond pas nécessairement à la région méditerranéenne en tant que telle. Donc, il y a un problème comme ça. Pour le littoral, la même chose. On a des problèmes, qu'est-ce qu'on appelle, comment on calcule en fait la population qui sont sur le littoral par rapport au reste. Parce que actuellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est, par exemple, en France ou en Espagne, on fait la comparaison entre la population espagnole qui est sur le littoral et la population globale de l'Espagne. Donc, c'est pas, ça a un sens relativement limité. Donc, il y a un problème aussi de conception de système statistique. Il y a un problème aussi de fait que certaines statistiques ne sont pas transmises. Donc, ça, et puis, ben, effectivement, il y a les appareils statistiques qui sont pas les mêmes.
qui sont plus ou moins développés. Donc, voilà. Ça pour, je suis peut-être un peu plus pessimiste. En tout cas, c'est un excellent sujet pour un prochain webinaire. Oui, Merci à toutes et tous d'avoir participé à ça. Je vous rappelle que tous les documents que nous avons évoqués sont en ligne sur le site du Plan Bleu et ce sera une excellente révision pour la préparation à l'UNOC. Merci à toutes et à tous et bon appétit puisque c'est l'heure.